bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est-il en train de durcir le ton, de prendre un nouveau virage? Y a-t-il une forme d'opportunisme politique? On va prendre le temps ce soir de se poser les bonnes questions avec nos invités. #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Nous irons bien sûr en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ils seront au micro d'Alexandre Poussard. Mais avant cela, le match des idées, confrontation de points de vue avec Alexandre Malafaye et Florent Vadillo. On va revenir sur cette décision de justice qui a créé la surprise hier à Lyon. Le tribunal correctionnel a relaxé 2 militants écologistes qui avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Eh bien, ils considèrent que ce mode d'action est légitime face à l'urgence climatique. Héloïse Grégoire nous explique tout cela. C'est une décision juridique inédite. 2 militants écologistes viennent d'être relaxés par le tribunal correctionnel de Lyon. En février dernier, ils avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie de la ville. Ils dénonçaient alors l'inaction du gouvernement contre le réchauffement climatique. C'est une excellente nouvelle puisque finalement la justice reconnaît que l'État français n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Il reconnaît que la France est en retard sur ses objectifs nationaux, sur des engagements que la France a pris dans sa législation. Dans sa décision, le juge déclare: le dérèglement climatique est un fait constant qui affecte gravement l'avenir de l'humanité. Le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire au suffrage exprimé lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation. Mais pour cet avocat, le tribunal correctionnel de Lyon n'est pas vraiment dans son rôle. Ce n'est pas un jugement historique. Si je résume, je pense que le juge avait la possibilité de dispenser de peine les personnes qui ont décroché les portraits du président de la République, mais de là à dire qu'il n'y a pas eu d'infraction parce qu'il y avait un état de nécessité, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de décrocher ces portraits pour lutter contre le changement climatique, je pense que le juge là nous livre une opinion qui est assez personnelle mais qui est assez éloignée du code pénal. Même si le symbole est là, pas sûr que cette décision résiste à un procès en appel. Auparavant, d'autres décrocheurs ont été condamnés à des amendes dans des affaires similaires, comme à Orléans et Bourg-en-Bresse. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Alexandre Malafaye, bonsoir, bienvenue. Vous êtes président du think tank Sinopia. Florent Vadillo, bienvenue à vous également, bonsoir. Président du think tank L'Éthéré. Vous venez de publier avec Alexandre Papa-Emmanuel Les espions de l'Élysée, c'est à lire aux éditions Taillandier. Bienvenue à tous les deux. Comment vous l'apercevez-vous, cette décision de justice inédite, Alexandre Malafaye? Vous êtes choqué, surpris ou au contraire vous la saluez, cette décision? En fait, elle est extrêmement intéressante à décortiquer. Elle pose plein de questions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est sur le fondement, ce qui est dit sur en fait finalement l'impunité de l'infraction nécessaire qui trouve sa source dans le code pénal. On a l'article 122-7, voilà, qui permet en fait de décider que dans une circonstance particulière, quelqu'un qui se retrouve dans une situation particulière peut enfreindre des règles pour voilà, mener une action qui lui permet, lorsqu'il y a un danger, dit la loi, actuel ou imminent, de venir en aide à ou de venir en secours à. Donc sur le fond, voilà le cadre dans lequel le juge, si je puis dire, rend sa décision. Maintenant, ça pose plein de questions parce que, de fait, d'abord, la jurisprudence, elle est très claire sur le sujet. Elle dit qu'il faut pouvoir appliquer sa décision s'il n'y a pas d'alternative possible. Alors là, en l'occurrence, que des militants écologistes n'aient que comme alternative de décrocher des portraits du président de la République, c'est limite. Donc ça veut dire de toute façon que vraisemblablement, votre reportage le disait, qu'en appel, cette décision sera vraisemblablement cassée, ça ne résistera pas. Après, ça pose quand même une question fondamentale, qui est que dit le juge là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire de politique? À quel moment il peut s'arroger le droit de critiquer la politique d'un État ou le fonctionnement d'un État? Et de faire lui-même de la politique. Et de faire de la politique. Il ne peut pas s'inviter dans le débat comme ça. C'est très curieux. C'est d'autant plus curieux qu'a priori, le magistrat en question est un juge d'instruction qui a siégé sur une audience à juge unique et qui, tout d'un coup, décide de rendre une décision de justice qui s'invite dans le débat politique, une décision qui sera sans doute cassée et qui, en plus, quelque part, la plupart des juges et des magistrats aujourd'hui se remettent en question en disant on ne respecte pas notre autorité. Et alors là, qu'est-ce que fait ce magistrat?
il entérine le fait qu'on peut, si je puis dire, porter préjudice à l'autorité, en l'occurrence à l'autorité suprême, celle du président de la République. Donc ça peut poser des questions. Après, objectivement, tout ça, ça frappe shit. On va vite le voir parce que je pense que l'appel va passer par là. Non, mais on est dans le symbole. On est dans le intéressant. symbole. Sauf que le procureur aurait peut-être pu aussi, ça nous renvoie à l'affaire de Nice, où vous avez vu qu'un procureur avait à un moment donné décidé de protéger le président de la République, et on a vu les suites. Là, en l'occurrence, c'est un autre procureur. Mais il aurait très bien pu, ce procureur, se contenter d'un rappel à la loi avec les militants écologistes en question, et l'affaire n'aurait pas pris l'ampleur qu'elle a prise, et ça aurait sans doute suffi, parce que ça ne méritait pas tout ce tapage. Florent Badillo, vous aussi, vous êtes un grand spécialiste du droit français. Est-ce qu'elle vous a surpris, cette décision ? Elle est surprenante, non pas en tant que dans les attendus du jugement, mais plutôt sur la manière dont le jugement est argumenté. Effectivement, il pouvait y avoir une dispense de peine, il pouvait y avoir des condamnations extrêmement légères qui étaient prononcées. Il pouvait même y avoir une requalification des faits, puisqu'ils étaient pour vol en réunion. Donc, en termes de droit, c'est quand même assez limite. On reste dans le droit, mais c'est quand même assez limite. Il a voulu frapper fort, hein. Je pense que c'est une décision qui se voulait politique, qui était politique et qui était une décision dont son auteur savait qu'elle serait cassée en appel, effectivement. Et si elle n'est pas cassée en appel, elle le sera en cassation, quoi qu'il advienne, parce qu'il y a une erreur manifeste, à mon avis, de droit. Donc, c'est une manière, effectivement, de faire de la politique. Mais tout le monde semble, en fait, redécouvrir que les magistrats font de la politique. Oui. Et ça n'est pas en soi une mauvaise chose que des magistrats fassent de la politique. Et je le redis inlassablement sur votre plateau, c'est pour cela que l'appel, les différents niveaux d'appel existent. Oui. C'est précisément parce que l'œuvre de justice est une œuvre qui permet la subjectivité, qu'on le veuille ou non. Ça peut paraître compliqué. Alors, vous faites bien de le rappeler parce qu'effectivement, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir se disent non, la justice ne fait pas de politique normalement. Une justice impartiale n'est pas une justice d'homme. Ça n'existe pas. En tout cas, pas une justice d'humain. Donc, la justice a une forme de partialité. Ici, le magistrat fait un acte militant. Un acte militant il le fait avec d'autant plus de facilité qu'il sait les voies d'appel pour le parquet. Il le sait d'autant plus qu'il place le parquet dans l'obligation d'interjeter appel. Parce que le parquet ne pouvait décemment pas laisser cette décision-là. Donc, en plus, il y a un jeu entre le siège, le juge qui a jugé, et le parquet qui est réputé à tort plus proche de l'exécutif. Donc, à divers titres, cette décision est extrêmement politique pour l'autorité judiciaire et dans son fondement juridique. J'ajoute néanmoins que cette histoire de décrocheur de tableau poursuivi par la justice, on confine aux limites du ridicule. C'est déjà un non-sens pour vous ? C'est un non-sens parce qu'il n'y a pas de dommages subis. Les tableaux n'ont pas été dégradés. Ils ont été poursuivis pour vol en réunion. C'est la figure du roi. Ils ont été hélas, on est en République. C'est le problème qui est là. Mais ils ont été retirés des mairies et rendus aux mairies. Franchement, la prochaine étape, c'est lorsque il y a carnaval, on va poursuivre les enfants parce qu'ils jettent de la farine sur les mairies. Je pense que la justice qui est saisie pour ce genre d'affaires est déconsidérée par ceux qui la saisissent. Donc il y avait 1000, et Alexandre le disait, il y avait 1000 manières de juger autrement. Là, ça n'est pas l'œuvre de justice que de poursuivre des gens qui passent un message politique de la manière la plus gentille du monde. Alexandre Malafaille. Non, mais on est d'accord qu'après on cherche des voies d'expression et à marquer le coup, marquer l'opinion. Ça, de toute façon, c'est comme on dit, c'est plus que dans l'air, c'est la réalité dans laquelle on vit et c'est très réussi. Après, on peut leur dire bravo, vous avez réussi votre coup, vous perdrez en appel. Mais de toute façon, si je peux dire, le mal ou le bien est fait. Ils auront fait parler. Voilà, ils auront fait parler. Non, après, ce qui est pour le coup très intelligent, très intéressant quand même, c'est de dire qu'est-ce qui motive un juge d'instruction qui va siéger dans une audience à juge unique, qui va présider cette audience, qui est un magistrat sérieux et qui prend ce risque-là. C'est tout d'un coup basculer dans c'est l'ultra-militance. C'est pas simplement une justice qui rend des décisions pondérées, qui à un moment donné va faire évoluer la loi, et c'est ce qui fait la jurisprudence. Non, c'est la politique. Voilà, là on bascule vraiment dans le débat politique, on prend, et les attendus sont extrêmement clairs, il porte un jugement extrêmement sévère sur l'action du gouvernement, sa politique, son comportement, et il prend une position en disant il y a urgence écologique, on fait pas ce qu'il faut, etc. Enfin, c'est un vrai combat. Ça, c'est très lourd de sens, et ça peut évidemment faire débat. Mais il en restera des traces pour lui. Pour lui, magistrat, il en restera des traces. Alors après, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce magistrat? Est-ce qu'il se dit, vous savez, à d'autres heures sombres, personne n'a bougé, et puis après on a vu ce qui s'est passé. J'aurais marqué le coup. Moi j'aurais marqué le coup, j'aurais été précurseur. On ne pourra pas m'accuser de collaboration avec un système qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça peut aller très loin dans la tête du magistrat, mais ça peut rendre fou aussi, parce qu'à un moment donné, la justice doit garder la tête froide. Alors là, il y a un peu échauffement.
Allez, deuxième thème de ce match, messieurs. Emmanuel Macron, toujours, mais en chair et en os cette fois. Le chef de l'État s'est présenté hier devant 200 députés et sénateurs de La République En Marche, du MoDem et des partis alliés, avec l'ensemble du gouvernement. Et on en parle beaucoup. Il a évidemment évoqué ce thème de l'immigration. C'est ce qui a été le plus commenté ces dernières 24 heures. On y consacrera d'ailleurs notre grand débat tout à l'heure. Mais plus que le fond, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est la forme. Certains y voient le retour de la verticalité de Jupiter. Alors, qu'est-ce que répond à cela Alain Richard, le sénateur La République En Marche, est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Alain Richard, le président de la République a rencontré hier les parlementaires de la majorité pour un pot de rentrée. Il leur a donné le cap pour l'année à venir. Finalement, il a un peu pris le rôle de chef de la majorité qui normalement est dévolu au Premier ministre. Oui, il ne vous a pas échappé qu'il existe une majorité présidentielle dans ce système institutionnel. C'est à partir de l'élection du président que se forme en réalité l'axe qui va ensuite créer une majorité parlementaire, un gouvernement. Donc je crois qu'il est dans son rôle. Il avait d'ailleurs indiqué au début de ses fonctions qu'il agirait de cette façon. Nous le voyons à notre goût, évidemment pas tout à fait assez souvent, mais qu'il y ait ce contact et qu'il y ait ce temps de rencontre et d'expression de sa part pour énoncer ce que sont nos objectifs communs tels qu'il les voit pour les mois qui viennent, c'est pour nous un moment, je dirais, d'abord chaleureux, amical, et puis de remise en cohérence, quoi. Alors, certains parlementaires présents hier ont estimé qu'il avait été très directif, notamment en demandant aux parlementaires de ne pas être trop à l'Assemblée et d'être présents pour la campagne des élections municipales sur le terrain. Est-ce que finalement c'est le retour du président vertical qui donne des ordres? Je suis simplement surpris que ça les ait surpris. Franchement, quand vous êtes élu territorial, quand vous êtes élu dans une circonscription ou dans un département pour les sénateurs, vous avez des amis politiques, vous avez une famille politique que vous cherchez à soutenir, à développer. Et donc quand il y a une campagne qui pour 6 ans va modeler l'essentiel du paysage politique local, c'est le moment de s'engager. Et d'ailleurs, je peux vous dire, puisque par d'autres activités, je suis en contact de très près avec le mouvement En Marche dans la préparation des municipales, en général, les parlementaires s'y intéressent. Donc quand on leur dit, il ne suffit pas de vouloir pousser vos amis ou les gens que vous croyez capables pour faire une tête de liste, mais ensuite, quand ils feront la campagne, ça serait bien d'aller les aider, ça me paraît juste raisonnable. Et en plus, il faut savoir, parce que ça n'est pas toujours évoqué, que le président de la République, à qui on a fait un portrait un peu d'homme éloigné du terrain, adore ces sujets de politique locale. Et dès qu'il est en déplacement, il est absolument incollable sur tous les sujets locaux. Et justement, sur la préparation des élections municipales, un certain Cédric Villani était présent hier pour ce pot de rentrée. Je rappelle qu'il est candidat dissident à la mairie de Paris. Oui, et Emmanuel Macron lui a adressé un message de manière indirecte en disant que ce qui était mortel, c'est la division. Est-ce que ce message était nécessaire? Oui. Il y a un problème d'unité. Je serai le dernier à dire le contraire. Ma collègue Marie Guévenoux et moi, on essaye au nom du mouvement, en essayant de maintenir un lien de confiance avec tous ceux qui nous ont justement fixé cette mission, et puis sur l'unité et la capacité prospective du mouvement En Marche, de dire vous êtes solidaires, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez été les uns et les autres sélectionnés pour faire partie d'un mouvement et y avoir des responsabilités, donc on continue à se serrer les coudes. C'est ce que n'a pas fait Cédric Villani, et on est obligé de le lui reprocher. Très bien, il faut se serrer les coudes. Merci beaucoup Alain Richard d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre et merci à Alain Richard qui était avec vous en salle des conférences. Florent Vadillo, qu'Emmanuel Macron donne des consignes, des axes et même des avertissements. Ça vous choque? C'est vraiment son rôle? Non, mais cette histoire du président de la République qui se soucie des parlementaires, en fait, elle est vieille comme la Ve République. J'allais dire vieille comme le monde, ça serait exagéré. Nicolas Sarkozy recevait les parlementaires à l'Élysée. François Hollande avait dit qu'il ne les recevrait pas, mais il les a reçus. François Mitterrand était en contact permanent avec les parlementaires. Jacques Chirac. C'est l'ancien monde, mais l'ancien monde a beaucoup plus de nouveautés qu'on le croit. Ou en tout cas, le nouveau, on a beaucoup plus d'ancienneté qu'on le croit. Mais c'est une fausse polémique, vous voulez dire? Oui, c'est une fausse polémique. Depuis 1962 et l'élection au suffrage universel du président de la République, il y a coïncidence entre la majorité politique ou présidentielle et la majorité parlementaire. Le chef du gouvernement est évidemment le chef de la majorité parlementaire, mais le président de la République, au regard des fonctions qui sont siennes, au regard de son rôle politique, a évidemment un rôle majeur dans la discipline de sa majorité parlementaire, d'autant que tous les échecs parlementaires lui sont imputés.
Donc on ne peut pas à la fois imputer les échecs parlementaires, l'inaction du Parlement, l'inaction du pouvoir politique, etc., et demander au président de la République qu'il reste sur son Aventin. Là, pour moi, c'est une vraie fausse polémique. En revanche, ce qui est amusant dans la démarche d'Emmanuel Macron... Ah, vous allez bien nous formuler une critique. J'essaie d'avoir un avis balancé. Non, ce qui est amusant dans Emmanuel Macron, c'est qu'autant la ficelle du président qui parle aux parlementaires est éculée, autant la sortie charismatique d'Emmanuel Macron qui reprend les rênes en main parce que dès qu'il est lâche, tout part à volo. Bon, on nous la joue tous les 3 mois. Donc on commence à comprendre qu'Emmanuel Macron a besoin d'imputer à d'autres le poids des responsabilités qui sont siennes. Parce que c'est justement le lot de cela. Donc voilà, c'est pour moi objectivement un non-événement et un exercice de communication, une fois de plus, un tout petit peu trop grossier. Et pourtant, ça n'a pas plu à tout le monde au sein de la majorité. On a eu des offs cités par Brigitte Boucher, notre consoeur de LCP de l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'elle a recueilli comme réaction. Je suis choquée par son mépris de la séparation des pouvoirs. Le grand débat, c'est pour les Gilets jaunes, pas pour les parlementaires. Vous êtes gêné par cet interventionnisme, si j'ose dire, ou cette verticalité, ce retour de la verticalité d'Emmanuel Macron? Je peux comprendre que certains parlementaires soient gênés parce que dès le départ, la promesse n'était pas d'une présidence ultra-verticale. C'était quand même le mouvement En Marche, rappelons-nous, c'est un mouvement qu'il a porté aux affaires et depuis, il a plutôt fait volte-face. Alors, il nous a promis un changement de méthode, il a dit j'ai changé lui aussi. On va voir, pour l'instant, on est au tout début, si je puis dire, de l'acte 2. Oui, l'acte 2 était celui de l'horizontalité. De plus d'horizontalité, on verra. Là, c'est vrai qu'hier, ça fait plutôt l'hyper-présidence, mais là encore, c'est le calendrier politique, si je veux dire, qui est tactique. Il faut aussi pas perdre de vue que tout repose sur le président de la République dans notre système politique institutionnel français, que globalement, il y a 5 années et que c'est une course d'obstacles permanente pour le président de la République. Alors, il a réussi l'année 1, puis on fait le bilan. L'année 2, il est tombé avec les Gilets jaunes. Là, maintenant, il entame l'année 3, il dit acte 2. Il essaye de remobiliser sa majorité, mais sachant qu'il y a des élections à venir. Il y a eu des fautes, il y a des erreurs qui pèsent. Ce qui s'est passé à Paris avec la désignation, on peut dire peut-être démocratique ou peut-être forcée de Benjamin Griveaux, les divisions que ça fait naître. Voilà, ça, c'est des épines dans le pied pour la suite. Donc, il est obligé quand même d'impulser une dynamique parce que devant lui, s'il veut que son quinquennat soit globalement réussi. Il ne faut pas trop se planter aux prochaines élections municipales. Il y a les régionales derrière. Il faudra présenter un bilan et il faut pouvoir encore agir. Or, les marges de manœuvre d'action, aujourd'hui, on le voit, elles sont quand même relativement ténues parce que la rue s'est manifestée, parce que les Gilets jaunes sont toujours là et qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de résistance sur des réformes, par exemple celle des retraites. On voit qu'a priori, il y a peut-être du grain à moudre, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de le moudre et peut-être pas de se faire dépouiller. Je pense aux avocats, par exemple, qui sont évidemment vent debout contre la réforme des retraites, qui confisquent, et pas les seuls, à aller siphonner leur caisse de retraite autonome. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table et sur lesquels les marges de manœuvre sont ce qu'elles sont. Donc voilà, qui tente d'impulser, qui tente de remobiliser, ça fait le jeu. Après, s'il reste dans son fonctionnement d'avant, qui était un fonctionnement hyper vertical, hyper concentré, et on a l'impression que ça reste ça, parce que rappelez-vous, là, ces derniers jours, moi j'étais assez amusé par l'idée qu'il aurait une application pour suivre le travail de ses ministres. Oui, c'est une info qui a circulé. Si c'est pas le cas, vraiment une application a priori. Oui, mais bon, enfin, à un moment donné, il faut aussi gouverner et être chef, c'est aussi déléguer. Et puis, vous avez raison d'en parler, parce que le Figaro a consacré l'un de ses articles à la méthode Macron, un article intitulé « Macron met ses troupes sous pression ». Et effectivement, voici ce qu'on peut y lire. Pour échapper au piège de l'hyper-présidence, le chef de l'État devait laisser son Premier ministre en première ligne, le chargé de la gestion des affaires courantes. Mais c'est plus fort que lui. Emmanuel Macron veut tout contrôler, à commencer par le travail des ministres. Et effectivement, notamment au travers de cette application, Florent Badillot, existe le Premier ministre tout de même dans cette affaire. Qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est normal? Mais c'est une constante, en fait, avec Édouard Philippe. Moi, je suis, je dois le dire, assez admiratif d'Édouard Philippe parce que c'est sans doute le Premier ministre qui, hormis les premiers ministres du général de Gaulle, exerce la fonction de Premier ministre avec le plus d'abnégation, le plus de résilience et surtout de loyauté et surtout de plaisir. Parce que voilà un homme qui, on peut le dire, n'est pas vraiment mis sur le devant de la scène, qui très généralement est désavoué politiquement par le Premier ministre, le président de la République. Exemple, sur le grand débat, il voulait que l'immigration soit au cœur, ça n'est pas dans le grand débat, mais on relance un thème sur l'immigration. Donc c'est un homme qui est la chevalerie ouvrière absolument indispensable et qui passe avec une légèreté absolue sur ce quinquennat. Donc j'avoue que je suis très surpris. Donc il est mis en retrait, mais en fait pour mieux continuer à gouverner, car sur les orientations politiques, Édouard Philippe, quel que soit le président... C'est lui le vainqueur. Évidemment. C'est la droite. Sur la politique fiscale, sur la politique budgétaire, sur la politique sociale, bon, je laisse de côté la politique étrangère, on avait peu entendu Édouard Philippe. Mais enfin, les thématiques d'Édouard Philippe finissent par s'imposer. Donc, en soi, je vais vous dire, c'est un Premier ministre effacé, mais il vit heureux parce qu'il vit caché. Quant aux ministres qui sont mis sous pression, c'est le travail de tout gouvernement.
Et l'application, moi je pensais que ça s'appelait le secrétariat général du gouvernement auparavant, parce que j'ai fait partie des précédents gouvernements, et tous les mois on avait un tableau et qu'on remplissait pour savoir où en étaient les lois, les décrets et les réformes. Donc c'est normal de intérieures. rendre des comptes, quoi. Évidemment. Sinon, imaginez, si vous aviez une organisation politique qui ne savait pas où en était le travail de ces entités, pour ne serait-ce que planifier et répondre médiatiquement, on l'accuserait d'incurie. Donc là encore, je le redis, je vois un exercice de communication très bien maîtrisé, qui fonctionne très bien, mais sur lequel il faut prendre un peu de recul, parce que je trouve honnêtement que la majorité actuelle, le président de la République en particulier, pourrait montrer un peu plus de finesse dans les exercices de communication. Je pense que son exercice du pouvoir n'en serait qu'amélioré. Je vous vois noter quelque chose, vous avez envie de rajouter? Non, mais c'est juste pour dire, parce que derrière cette information sur cette application, on a un peu le sentiment qu'il y a un management par la pression, et c'est pas celui qui fait le mieux grandir les gens avec qui on travaille. Ça par expérience, c'est ce que j'en ai toujours tiré. Et après, le fonctionnement actuel, de toute façon, pose une question de fond, qui est celle des institutions et de comment on les fera évoluer à l'avenir. Alors là, pour l'instant, la réforme institutionnelle est plutôt dans les tiroirs, ça va être compliqué de la mener à terme. Mais je veux dire, quand on voit le mode de fonctionnement actuel, c'est vrai d'avoir un président, un Premier ministre, des ministres, je crois qu'une remise à plat de tout ça mériterait d'être simplifiée, ne serait-ce que pour des questions d'efficacité, de transparence, d'arrêter de tourner autour du pot, parce que là, le quinquennat a quand même bien changé les règles, et on le voit de manière extrêmement précise actuellement avec ce quinquennat. Troisième thème de ce match, le plan anti-drogue présenté ce matin à Marseille. 4 ministres ont fait le déplacement pour en détailler les contours. Écoutez quelques-unes des annonces de Christophe Castaner tout à l'heure. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiants, l'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte antiterroriste. Il remplacera l'OCTRIS. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Alors, Alexandre Malafaille, l'OFAST, est-ce que ça vous convainc? Disons que ce qui me convaincra le plus, c'est quand on prendra vraiment en considération le fait que ces problématiques-là, elles constituent, en fait, elles sont dans un continuum. Et il faut travailler sur la question du continuum, depuis, en fait, le renseignement, la police, la justice et la pénitentiaire. Ça, c'est pour un axe vertical. L'axe horizontal a été mis en avant en disant qu'évidemment, il fallait aller de l'international à la cage escalier. On ne peut être que d'accord là-dessus parce que les problématiques sont complexes, mais il faut aussi prendre en compte l'amont et l'aval. Alors, ça a été plus ou moins dit dans le projet qui a été présenté. L'amont, c'est tout ce qui est éducation. Il va prévention. Bien, voilà, prévention et campagne. Et l'aval, c'est aussi le côté siphonner la consommation, si je puis dire. Parce que si on pouvait siphonner la consommation, si à un moment donné, les gens se rendaient compte que par leur leur petite consommation, ils alimentent un trafic assez redoutable qui a des conséquences considérables sur la société, ça pourrait évidemment faire du bien. Alors, en particulier sur le FAST, on ne peut que se réjouir de l'impulsion, parce que l'impulsion en elle-même, elle est bonne, mais est-ce que les moyens qui sont là sont suffisants, et est-ce que ce sera complété par les dispositifs qui vont bien sur le terrain? On peut en douter, il n'y a pas de mobilisation majeure. Et puis moi, je voudrais revenir à un point, qui est un petit point d'histoire, pas si vieille que ça. Ces problématiques-là, aujourd'hui, qui sont mises sur la table, elles ont déjà été mises sur la table depuis très longtemps. On peut se souvenir, par exemple, de l'intervention du général Soublé, lorsqu'il avait été auditionné à l'Assemblée nationale en 2013. On a vu les suites. Lui, ça lui a coûté relativement cher sur le plan de sa carrière. Mais ce qu'il disait, c'est que cette fameuse problématique du continuum et des relations, notamment police-justice, était clairement posée. Et que tant que ce ne serait pas harmonisé, et tant qu'à un moment donné, il n'y aurait pas plus, si je peux dire, d'intelligence, de bon sens et peut-être de prise en compte de la problématique globale par l'ensemble de la chaîne, on continuerait à traîner les problèmes. Et sur le terrain, comme dans les prétoires, on aurait les problèmes que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on n'est pas efficace ou pas suffisamment efficace par rapport à la montée en puissance de ces problématiques-là. Il faut voir ça comme un tout, Florent Badillo. Écoutez, sur l'OFAST, d'abord c'est un office qui remplace un autre, donc pour l'instant on est juste sur un changement de marque. Donc j'attends de voir effectivement sur les moyens, parce que ce qu'annonce Christophe Castaner en fait existe déjà. Mais l'idée c'est de rassembler dans une même entité plusieurs services qui n'arrivaient pas trop à travailler ensemble jusqu'ici. Mais c'était le principe des offices, c'est pour ça que les offices ont été créés. C'est précisément, ils ne sont pas des directions d'administration centrale, ils permettent aux différents enquêteurs de faire le lien avec la police, donc avec la justice. Donc pour l'instant, sur la création même de l'OFAST, je ne vois pas la nouveauté. Donc on verra comment ça se passe. En revanche, il faut dire, et ça passe un peu inaperçu, mais c'est normal, elle est peu connue. La chef de l'OFAST, Stéphanie Charbonnier, est un policier absolument remarquable. Donc c'était le meilleur choix qui pouvait être fait pour ce dispositif-là. Spécialiste de police judiciaire qui a travaillé en direction centrale auprès du DGPN. Donc je pense vraiment que... Ah oui, très clairement, c'est la meilleure. Honnêtement, ils auraient pu résumer l'annonce à Marseille par la nomination de Stéphanie Charbonnier. Bon.
En revanche, l'ensemble du plan est plutôt équilibré. C'est un plan de bonne facture, on ne peut pas nier, effectivement, avec à la fois un traitement horizontale, une décision de la garde des Sceaux d'avancer, etc. Moi, je m'inquiète juste sur 2 points. La première, Alexandre Malafaille l'a dit, c'est la question des moyens. Pour l'instant, ça se fait à moyens constants. Or, en l'état actuel du ministère de l'Intérieur, si ça se fait à moyens constants, ça ne marchera pas. Parce que vous avez des problématiques de régime horaire, vous avez des problématiques de matériel, vous avez des problématiques de personnel. Donc, tout cela ne peut pas fonctionner. Et il ne faut pas, de ce point de vue-là, laisser une trop grande charge au ministère de la Justice. Parce que sur les thématiques de criminalité organisée et de grande délinquance financière, parce que le trafic de drogue mêle les 2 aspects, la justice n'a jamais été ni légère, ni en difficulté avec la police. Jamais. Les seuls problèmes, depuis la loi Perbende de 2004, sont des problèmes d'administration de la preuve. Trop souvent, les preuves sont trop légères ou insuffisamment étayées. Je peux juste vous donner le tweet de Julien Aubert, parce que je vais rebondir sur ce que vous dites, candidat à la présidence du parti LR. Pour faire reculer les trafics, il faut surtout renforcer la justice pour qu'un dealer ait la certitude d'être jugé et emprisonné quand il est arrêté et construire des prisons. Il faut enfin une tolérance zéro sur les drogues douces. #oser la droite. Écoutez, Julien Aubert est un garçon sympathique qui visiblement ne connaît pas le ministère de la Justice et les questions de justice. Ça n'est pas grave. Il a le temps de se former parce qu'il ne sera sans doute pas élu président des Républicains. Donc ça lui laisse du temps. Non, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 30% des détenus en France dans nos prisons qui le sont pour trafic de stupéfiants. Donc la justice fonctionne. La justice fonctionne. Elle fonctionne d'autant plus que c'est en réalité le tonneau des Danaïdes. Plus vous mettez des dealers en prison, plus vous avez des dealers à mettre en prison. La problématique n'est pas celle-là. Il y a une problématique de répression. Il y a une problématique de saisie des avoirs criminels. Parce qu'aujourd'hui, tant que vous avez le trafic de drogue qui est plus rémunérateur qu'un emploi, et de manière plus pérenne, comment donner un autre avenir, un autre horizon à des jeunes qui ont l'argent facile? Et je pense que, d'ailleurs, le fait d'associer les douaniers est une bonne chose. Il faut avancer là-dessus. En revanche, reste pour moi ce pendant mort, et je pense qu'il faut développer le renseignement criminel en France. On manque d'un service de renseignement uniquement dédié au renseignement criminel. La criminalité organisée, elle est en train de défaire l'État parce qu'elle crée un contre-ordre. On a besoin d'enquêtes qui vont du RIF marocain qui fournit la résine de cannabis, jusqu'aux garagistes qui écoulent les voitures des GoFast et aux petits dealers des cités, aux cambrioleurs et aux trafiquants d'armes. On ne peut pas le faire avec une démarche impressionniste et je pense que c'est pour ça que l'OFAST mériterait à mon avis d'aller plus loin dans une mue et de se transformer en service de renseignement avec double compétence administrative et judiciaire. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Florent Vadillo, je vais rappeler le livre que vous venez de publier avec Alexandre Papa-Emmanuel. Ça s'appelle « Les espions de l'Élysée, le président et les services de renseignement », justement. C'est une manie. Aux éditions Taillandais, c'est votre obsession. Vous avez le droit, c'est la vôtre. Merci en tout cas à tous les deux. Allons plus loin encore. Place au grand débat. On va prendre le temps de revenir sur les propos d'Emmanuel Macron concernant l'immigration. Hier soir, son discours a fait beaucoup réagir. Il continue de faire réagir. Vous l'entendez. Certains parlent d'un nouveau virage à droite. Le chef de l'État est-il en train de durcir le ton? Comment faut-il analyser cette sortie? On a une demi-heure pour en débattre très sereinement avec nos invités après le sujet de Jonathan Dupriez. Sur l'immigration, Emmanuel Macron est à l'offensive. Hier, devant les parlementaires de la majorité, le chef de l'État a assuré vouloir regarder en face ce sujet au nom des classes populaires par opposition aux bourgeois des centres-villes. Une position immédiatement reprise par le gouvernement. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois, En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes. Aussi bien dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy que dans celui de François Hollande, nous n'avons pas réussi cette intégration qui vient de loin. Et aujourd'hui, il faut s'en soucier. Si la rentrée s'annonce polarisée par la réforme des retraites ou la loi bioéthique, le locataire de l'Élysée est convaincu de la nécessité de revenir au sujet régalien, sécurité et immigration en tête. Mais pour ses adversaires, le président opère un virage à droite, purement électoraliste en vue de 2022. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a rien vu non plus, qu'il n'a rien écouté. L'année dernière, 350 000 entrées légales sur notre territoire, c'est la ville de Nice.
Ça veut dire qu'à ce rythme-là, à la fin de son mandat, 2 millions d'étrangers légalement seront entrés sur le territoire. Et je ne parle pas des illégaux qui sont innombrables. Alors moi, ce que je crains, parce que je connais bien en cette matière l'électoralisme. On en a vu d'autres avant lui, qui, parce qu'ils s'engagent dans une campagne électorale, car Emmanuel Macron clairement s'engage dans la campagne des présidentielles en réalité. Emmanuel Macron sait qu'il doit manier le thème de l'immigration avec précaution. Sa majorité avait été très divisée en 2018 au moment du vote de la loi Asile-Immigration. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Jean-Raymond Hugonet, bonsoir. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne. Bruno Questel, bienvenue, député La République En Marche de l'Eure. Sarah Belaïch, bonsoir. Vous êtes directrice des pôles techniques à la CIMAD, une association de soutien aux migrants. Et Élodie Journeau, bienvenue à vous également. Vous êtes avocate spécialiste du droit d'asile. Merci à tous les quatre d'être ici. Parce que les mots sont importants, je voudrais juste vous répéter ceux d'Emmanuel Macron hier soir. Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet de l'immigration en face. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Comment vous réagissez à ces mots, Sarah Belaïch ? Trop laxiste, il y a quand même pas mal de marge quand on voit les conditions d'accueil qui sont proposées aux demandeurs d'asile, quand on voit les difficultés pour pouvoir faire enregistrer sa demande. Par exemple, pour pouvoir simplement obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer un dossier. Quand on voit l'utilisation qui est faite de la procédure Dublin, qui permet à la France de ne pas examiner les demandes d'asile, mais qui laisse en attendant les personnes absolument sans droit. Donc ce sont des mots que vous trouvez non fondés et est-ce qu'ils vous choquent par ailleurs ? Oui, parce que la politique actuelle n'est pas du tout laxiste et les choses se durcissent d'année en année et les conditions qui sont offertes aux personnes migrantes et aux personnes en demande d'asile ne sont absolument pas satisfaisantes actuellement. Élodie Journeau, que vous ont fait ces mots qui sont beaucoup commentés depuis 24 heures ? C'est vrai que ce discours d'Emmanuel Macron a été perçu comme une sorte de virage à droite. Comment vous l'avez perçu ? Je pense que c'est surtout la saisine d'une opportunité en fait, de parler d'un sujet que tout le monde agite un petit peu comme un mouchoir rouge à certaines occasions très particulières. Je n'ai pas l'impression. Vous les trouvez totalement infondés ? Je trouve ça assez infondé en effet parce que dire qu'on est trop laxiste lorsqu'on est humaniste, ça n'est pas normal. C'est comme essayer de dire on va essayer d'accuser tout le monde, on va traiter les demandes le plus rapidement possible, au pénal ou en droit des étrangers, peu importe, les droits se ressemblent au bout d'un moment. Et puis au final, c'est pas grave s'il y a des innocents qui tombent à la trappe, tant qu'on essaye d'attraper un maximum de fraudeurs potentiels. Alors que justement, la demande d'asile, c'est plutôt l'inverse. On doit protéger un maximum de personnes qui méritent, qui remplissent les critères, qui ont besoin de cette protection. Et bien entendu, on a des services ensuite qui font les enquêtes, etc., pour essayer de déterminer qui doit ou non être protégé. Mais essayer d'accélérer et essayer de mettre des quotas, c'est mettre des quotas sur la vie humaine et sur les dangers qui sont encourus par ces personnes chez elles. Bruno Questel, vous inquiétez pas, je vous laisserai répondre dans un instant, puisque vous représentez la majorité présidentielle sur ce plateau. D'abord, Jean-Raymond Hugonet, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce discours sur l'immigration ? Au-delà peut-être du cynisme politique dont on parlera dans un second temps, mais sur le fond. Sur le fond, c'est que le président de la République, comme d'habitude, disserte sur ses propres échecs. Parce que, si j'ai bonne mémoire, déjà en septembre 2018, et c'était la 28e fois depuis 1980, nous avons légiféré sur ce thème. Voilà, donc aujourd'hui... On y viendra, c'est la loi Asile-Immigration. Voilà, absolument. Donc ensuite, c'est le en même temps. Déjà, la double négation. Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face. Parlons clairement. Vous les avez bien lues, ces phrases, vous aussi, donc. Ah bah oui, parce que quand on vient sur un plateau, Voilà, aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de ce sujet qui est très important, de cliver. Or, ce que veut faire le président de la République, c'est cliver pour être le seul face au Rassemblement national. La ficelle est grosse. Ce n'est pas comme ça que l'on traitera le sujet dans notre pays. Et c'est une erreur profonde. La parole est à Bruno Questel. Je vous en remercie. Je crois que sur les 28 fois où il aurait été légiféré effectivement depuis 1981, la période la plus intense a été celle de 2002 à 2012, à l'époque où vos amis étaient au pouvoir, notamment M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Changer de registre, les amis, les ennemis, c'est pas comme ça. Encore une fois, c'est le clivage de la République en marche. Pour atterrir, chers collègues. Je vous ai pas interrompu et je suis resté correct avec vous. Mais tout le monde sera correct. Mais je peux aller sur votre registre. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'hier, déjà, ce n'était pas un discours sur l'immigration, mais c'était un discours qui comportait plusieurs thématiques. Que le discours du président de la République, dans son ensemble, était destiné surtout à aussi
poser les bases d'un débat que nous devons avoir à l'échelle nationale sur la place de l'État dans son ensemble. L'État régalien, il a beaucoup insisté là-dessus. C'est pas repris malheureusement par les médias, mais il a beaucoup insisté sur la place de l'État dans notre société à l'échelle d'une construction européenne à réinventer et à l'échelle d'une société qui est en crise, il ne faut pas le nier, à l'échelle d'une société aussi qui n'a pas été capable, depuis ces 25 ou 30 dernières années, d'affronter cette question qui est celle de l'immigration, à côté de laquelle il faut parler du droit d'asile, il ne faut pas mélanger les deux. Et puis aussi la question plus large de l'autorité de l'État dans son ensemble. Ouais, alors vous avez raison de parler de confusion parce que plusieurs extraits du discours d'Emmanuel Macron hier soir sont sortis. Et voilà ce qu'il a dit à ses troupes. Je crois en notre droit d'asile, mais il est détourné de sa finalité par des réseaux de gens qui manipulent. Et puis plus tard, il a ajouté ceci. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. Là encore, des mots très forts, des phrases très fortes et un peu de confusion. Sarah Belaïch, il mélange tout, le chef de l'État. Là, on parle des migrants, on parle de l'immigration, on parle de quoi ? On a un petit peu de mal à savoir, effectivement. C'est effectivement pas très clair. Il fait référence parfois à des accords bilatéraux qui sont passés avec certains pays, mais ça ne concerne pas du tout le droit d'asile, ça concerne les questions plutôt migratoires. Donc effectivement, on a un petit peu de mal à se retrouver dans les propos qui ont été tenus hier. Oui. Bruno Kettel, c'est vrai que c'est pas clair, c'est compliqué, c'est une question... C'était très clair hier soir. Écoutez, j'ai assisté à l'ensemble de l'intervention du président, et pour moi c'était très clair, mais sans doute qu'on va me rétorquer que je suis formaté et qu'à partir de là, complètement dépourvu de capacité d'analyse, je n'ai aucun recul par rapport aux propos qui ont été tenus. Mais sur le fond, le président, il a souhaité, très simplement, alors qu'il n'y a pas d'échéance nationale demain, parce que les municipales ne se joueront pas sur cette question-là, il n'y a pas d'échéance politique nationale demain, justement desserrer les taux de la contrainte électorale qui a tant et tant été utilisée par nos prédécesseurs pour, ces prochains mois, poser les bases d'un vrai débat républicain sur la question de l'accueil des personnes de nationalité étrangère sur notre territoire dans les champs décrits précédemment. Et le 10 journaux. Je pense que malheureusement, c'est mon opinion et je la partage, c'est au contraire quelque chose qui fait l'objet de nombreux amalgames et de nombreux mélanges. En fait, on utilise à tort et à travers le terme de migrant sans lui donner une véritable définition. Alors c'est le moment d'être clair ce soir pour nos téléspectateurs. Justement, alors un migrant, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a une nationalité d'un autre pays et qui vient s'installer quelque part. Si moi je vais m'installer en Afrique du Sud, à Singapour ou en Ouzbékistan, je suis un migrant. Après, il y a au centre justement de cette définition plusieurs définitions. Il y a les demandeurs d'asile qui viennent demander l'asile. Il y a les personnes sans papier qui peuvent être des clandestins ou des sans-papiers tout simplement. Les clandestins, c'est ceux qui sont complètement sous les radars dont on n'a pas du tout entendu parler. Il y a les personnes qui viennent pour des raisons d'immigration légale. Et en fait, il y a un mélange de tous ces éléments-là. Oui, il y a des personnes, bien entendu, qui viennent et qui utilisent une procédure plutôt qu'une autre, etc. Ce sont les fameux détournements dont parle le chef de l'État, parce qu'il en parle. Il met le doigt sur quelque chose qu'on ignorait. C'est ce que les institutions, en tout cas, mettent en avant, qu'il y a des détournements. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on parle des chiffres, en disant il faut des quotas, il faut moins d'étrangers en France, etc., on mélange à la fois les étudiants étrangers... Je n'ai pas dit qu'il avait dit ça hier. Je dis il y a un mélange, malheureusement, un amalgame dans le débat global dans l'opinion en général, bien sûr. Les gens en général. Mais du coup, on mélange les étrangers étudiants qui viennent parfois temporairement, parfois moins temporairement, les personnes qui viennent tout à fait légalement rejoindre leur famille, les demandeurs d'asile qui finissent par obtenir une protection internationale parce qu'ils justifient de craintes tout à fait légitimes dans leur pays, et en effet, ensuite, des personnes qui, elles, vont se retrouver sans papier sur le territoire national. Et tout ça mérite une clarification indispensable dans les débats, plutôt que d'agiter des chiffres d'immigration et de demandeurs d'asile et en parlant de détournement, alors que finalement, personne n'est capable de nous donner des chiffres très concrets sur ce qu'ils veulent et pourquoi ils veulent telle ou telle personne plutôt qu'une autre. Jean-Raymond Hugonet, il met doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est détournement de droit d'asile, Emmanuel Macron, quelque chose que d'autres ne voulaient pas voir avant lui ? Non, il entretient une confusion, à mon sens. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Madame. Le sujet, si on ne veut pas cliver, encore une fois, c'est de parler de façon très claire aux Français et de leur expliquer. Il y a une tradition, personne ne peut le nier, il y a une tradition d'immigration dans notre pays, pour des raisons différentes. À la fin du XVIIIe, c'était la démographie. Ensuite, il y a eu le développement économique, le besoin. Et là, aujourd'hui, c'est dû à des crises, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient sur le bassin méditerranéen. Ce sont des crises qui font venir là où ça brille.
car nous sommes dans le plus beau pays du monde. Donc il ne faut pas s'étonner que des gens qui fuient la guerre ou des situations difficiles aient envie de venir chez nous ou en Europe de façon plus large. Ce que les Français ne comprennent pas, c'est où ça commence et où ça finit. Parce que ce que certains de vos collègues ont employé comme les tanks quechua dans Paris qui prolifèrent, ou le français qui passe devant, qu'il soit bourgeois, ça c'est une honte totale de stigmatiser les bourgeois. Moi j'ai la chance d'être sénateur de l'Essonne, du quart nord-ouest. Je suis situé au quart nord-ouest de l'Essonne qui est plutôt privilégié. Quand Madame Hidalgo a été incapable de gérer 91 migrants qu'elle nous a envoyés il y a 2 ans, ça a mis le feu, du jour au lendemain, ça a mis le feu chez nous. Pourquoi ? Parce que forcément, les gens qui ont un esprit, qui veulent cliver, encore une fois, vont dire « ça, c'est la peste et le choléra, pas chez nous, ceci, cela ». Alors que si on explique aux gens clairement... Oui, faire de la pédagogie plutôt que de... C'est ce qu'il faut. Nous avons abandonné le sentiment de nation, tous collectivement, politiquement, amis politiques ou pas amis politiques, nous l'avons abandonné, la nation, le sentiment de nation, au Rassemblement national. La nation, c'est ce que disait Ernest Renan, c'est un vouloir vivre collectif, très simplement. Il faut savoir maintenant où ça commence, où ça finit. Il y a un sujet qui va animer, bien entendu, dans nos assemblées respectives, c'est l'aide médicale d'État. Oui. Voilà. Et le Sénat a déjà proposé l'aide médicale d'urgence, qui est combattue, notamment par Mme Buzyn, avec des arguments qui sont sincèrement, qui vont essayer d'opposer la solidarité nationale que personne ne renie à quelque chose qui est tout simplement quelque chose de rationnel et de pédagogique. C'est-à-dire un contrôle de savoir où ça commence, où ça finit. Les chiffres, tout le monde les manie, chaque spécialiste va vous dire des chiffres. Les Français ne savent absolument pas où nous en sommes. Les Français sont généreux, mais veulent savoir où va leur argent et comment il est géré. Vous avez parlé du Rassemblement national, on va quand même poursuivre cette discussion, mais je voudrais qu'on entende la voix du RN dans ce débat. Et on va se tourner vers la salle des conférences. Alexandre Poussard est avec le sénateur Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, Emmanuel Macron a assuré hier que l'immigration était l'un des principaux enjeux de la suite de son quinquennat. Finalement, cela peut vous réjouir ? L'immigration est l'enjeu majeur pour, non pas son quinquennat, mais pour l'avenir de la France. Alors c'est heureux qu'Emmanuel Macron s'en rende compte aujourd'hui, mais au-delà de ce constat, au-delà des paroles, il faudra bien un jour qu'il y ait des actes. Et avec Emmanuel Macron, je ne suis pas très optimiste sur le sujet de l'immigration. Pourtant des actes, il y a eu cette loi Asile et Migration de 2018 qui se voulait ambitieuse sur ce sujet. Une loi qui se voulait ambitieuse mais qui n'a absolument pas arrêté le torrent migratoire. Je rappelle, ne serait-ce que sur l'immigration légale, c'est plus de 300 000 étrangers qui entrent dans notre pays chaque année. 90%, on le sait, sont dépourvus de contrat de travail. Il faut donc les assister en tout. La filière du droit d'asile ne fait qu'augmenter, parce que je dis que c'est une filière, car il s'agit là d'un réseau d'immigration clandestine de plus en plus puissant. Derrière les mots d'Emmanuel Macron, il n'y a toujours pas les actes que les Français attendent, parce qu'ils en ont assez de cette immigration qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur et qui est chaque jour de plus en plus conquérante. Alors le président de la République a assuré que La République En Marche ne devait pas être le parti des bourgeois, mais des classes populaires qui vivent au quotidien les conséquences de l'immigration. Est-ce que vous êêtes d'accord avec son analyse ? Encore une fois, il ne suffit pas d'analyser. Même l'immigration ne concerne plus seulement les classes populaires. Elle est en train de prendre une place de plus en plus importante sur l'ensemble de notre pays. Elle est de plus en plus revendicative, communautariste. Elle revendique son identité au détriment de la nôtre. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron a su le saisir, ne serait-ce qu'à travers cette étude menée chaque année par Le Monde et qui rapporte ce que nous savons, à savoir le ras-le-bol des Français de cette immigration conquérante. Alors certains disent que le président de la République veut refaire le coup de Nicolas Sarkozy qui avait neutralisé le Front National en étant offensif sur l'immigration, sur l'identité nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, c'est sûrement la même stratégie. Nicolas Sarkozy avait été offensif pendant la campagne des élections présidentielles, ce qui l'avait conduit à remporter leur parti. Et puis ensuite, il a dû passer aux actes et les actes ne sont jamais venus. Au contraire, il y a eu plus d'entrées d'étrangers dans notre pays sous le mandat de Nicolas Sarkozy qu'il n'y avait eu avant sous le socialiste Lionel Jospin. Et ça sera la même chose avec Emmanuel Macron qui reste un immigrationniste convaincu. Très bien. Merci Stéphane Ravier pour votre réaction.
Merci Alexandre. Sarah Belaïch, je vous vois tous d'ailleurs réagir en plateau à ce que vient de dire le sénateur. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit ? Oui, quand on parle de torrent migratoire, de migration conquérante, je pense qu'il faut un petit peu relativiser les choses quand même pour ne pas tomber dans ce discours de l'invasion. Juste quelques chiffres très rapidement. Il faut savoir qu'il y a 3% des personnes dans le monde qui migrent, ce qui veut dire que 97% sont sédentaires. Il faut savoir aussi que les personnes qui quittent leur pays se réfugient le plus souvent dans le pays voisin. Les Syriens au Liban, les Érythréens en Éthiopie, les Afghans au Pakistan. Et de fait, 90% des personnes réfugiées dans le monde sont accueillies par un pays en voie de développement. On est loin tout de même de l'invasion. Les personnes de nationalité étrangère qui résident sur le territoire européen sont pour 2/3 d'entre elles des citoyennes européennes. Des citoyens européens, pardon. Donc il y a quand même quelques idées reçues sur lesquelles il faudrait pouvoir donner quelques chiffres. Voilà, donc on est loin de cette invasion et du discours politique qui semble un peu alarmiste, d'après vous. Très anxiogène, oui, tout à fait. Et la France a par ailleurs, par le passé, accueilli un nombre très conséquent de personnes étrangères. En 1939, la France a accueilli plus de 400 000 réfugiés espagnols en quelques jours. Et la France, aujourd'hui, ne s'en porte pas plus mal. La France est un pays pluriel qui s'est construit à partir de l'immigration, il faut quand même le rappeler. Bruno Cotel, on a peut-être du coup du mal à la lueur de ces chiffres à comprendre pourquoi Emmanuel Macron fait tout d'un coup un point d'attention aussi important, si finalement les chiffres relativisent cette réalité. Je suis d'accord, la proportion de personnes entrant sur le territoire national, elle est relativement stable d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de pic incommensurable qui laissera à croire que les délires verbeux du collègue sénateur Front National représentent la réalité. Je veux dire, c'est une transe au débat démocratique, ce qu'on a entendu. Maintenant, encore une fois, il est des questions qui sont posées par nos concitoyens. La responsabilité du président de la République, c'est aussi de veiller à ce que chacun s'imprègne et s'implique dans la définition des politiques publiques et les appréhende comme étant positives pour le plus grand nombre. Et on ne peut pas laisser à croire... alors, je pédale à l'envers et je m'en excuse. Il faut qu'on s'améliore collectivement sur la question de l'évaluation, notamment sur la loi que nous avons votée l'an dernier, Asile et Immigration. Il faut qu'on soit plus performant là-dessus, et ça concerne aussi l'aide médicale que vous avez évoquée tout à l'heure. Il faut qu'on soit meilleur sur l'évaluation, et c'est notre ambition. Maintenant, la question de l'immigration, elle est à l'échelle européenne aussi que nous devons l'appréhender. Ça a été un sujet pendant la campagne électorale. Schengen et ses conséquences pour la France. Le non-jeu des pays frontaliers de la France, lorsque les questions de bateaux se posent, sur la répartition et sur l'anticipation de tout cela et sur la capacité à travailler ensemble. Ça va un peu mieux avec l'Italie, enfin ça va aller mieux avec l'Italie, en tout cas on peut le souhaiter, mais ça n'a pas toujours été d'une évidence limpide. Et enfin, la question de Schengen adoptée il y a 20 ans, à peu près, est-ce qu'elle doit être posée ou non? Nous pensons que oui. Alors Emmanuel Macron est-il allé sur les terres du Rassemblement national par opportunisme politique ou par électoralisme? C'est un peu ce que vous avez dit au début de ce débat. Éliane Assassi lui dit attention au chef de l'État. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Écoutez, c'était sur Public Sénat ce matin. Je trouve un peu regrettable quand même que le président de la République et sa majorité utilisent, comme d'autres, l'immigration comme drapeau pour faire peur à la population. L'immigration n'est pas responsable des maux de notre société. Et je le rappelle toujours, in fine, les gens préfèrent l'original à la copie. Jean-Raymond Hugonet. Oui, alors, bon, je laisse chacun s'exprimer. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, on l'a vu tout à l'heure avec mon collègue sénateur, c'est le vocable. Les mots employés? L'immigration conquérante, c'est dévastateur. Ça va à l'encontre de ce qu'est la République française et le sentiment de nation, l'expression de la nation dont je parlais tout à l'heure. C'est à l'encontre, alors que ces gens-là se réclament de la nation. La nation, c'est aux antipodes de ça. Encore une fois, entre le discours juridique nécessaire pour expliquer ce qu'il en est. On n'a pas parlé non plus tout à l'heure, qui vient dans le compte de l'immigration, c'est pour ça que c'est tellement difficile à dire, des Français qui quittent la France. Également, qui rentrent dans le décompte. Donc, il y a besoin d'avoir des termes précis, avec des évaluations précises. Mais le reste, c'est comme la température.
c'est exactement comme la température. Pour les Français, c'est le froid. On vous dit il va faire 5 degrés. Oui, et puis il y a la température ressentie. Et, oui. Et je peux vous garantir que quand on va dans la vraie vie, parce que là encore, les députés, les sénateurs, ils vivent en France. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans un cénacle et qui sont décorrélés de la réalité. Je peux vous dire que le sentiment profond des Français, c'est qu'il y a un problème. On peut le dire sans se fâcher, sans s'invectiver. Mais aujourd'hui, nous avons tous dans nos rôles l'obligation de le faire droit dans les yeux avec les Français, parce que sinon, demain, ils vont faire comme d'autres pays, choisir des extrêmes qui ne seraient... Voilà. Mais moi, pour le coup, je suis complètement d'accord. C'est une responsabilité républicaine. Et le débat, il n'appartient pas au Front National. Pour reprendre votre expression de tout à l'heure. On n'a pas confisqué le débat ou pris le débat au Front National. D'ailleurs, il faut quand même... quelles sont les solutions proposées par ces gens-là? Aucune. C'est juste de l'incantation verbale. Enfin voilà, je préfère m'arrêter là. Maintenant, c'est la responsabilité du président de la République auquel il reste 3 ans de mandat. Que dirait-on s'il n'évoquait pas la question que dirait-on s'il n'avait pas demandé un débat annuel sans vote au Parlement, mais un débat annuel, c'est quand même une innovation? Que dirait-on s'il ne parlait pas de ce sujet? On parlerait d'irresponsabilité ou autre. C'est notre responsabilité collective et c'est à tout un chacun de s'impliquer là-dedans avec ses convictions qui sont toutes légitimes, mais aussi une responsabilité qui doit dépasser celle-ci, le cas échéant. Et le 10 journaux. Ce que je ne comprends pas, en fait, depuis qu'on a lancé ces différents débats, c'est... Il est où le problème? De quel problème est-ce qu'on parle en fait? Est-ce que l'immigration doit être considérée comme un problème? Est-ce que la demande d'asile doit être considérée comme un problème? Est-ce que le fait que des gens viennent en France doit être considéré comme un problème? C'est ça qui me pose souci. Et comme il y a justement cet amalgame, il y a un moment, il faut quand même se poser la question de est-ce qu'on veut que des gens rentrent, oui ou non? Des gens ont des droits. Je ne dis pas que tout le monde a le droit de rester en France. Je ne dis pas que tout demandeur d'asile a le droit d'obtenir une protection internationale. Et je ne dis pas que toute personne qui fait une demande de régularisation en France va remplir les critères. Sauf que le droit est là. Il y a un moment, on a une constitution, on a signé des textes internationaux qui nous ont bien arrangés le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, tout à coup, ah ben non, c'est bon, on a eu 2 guerres cette année, la 3e. Et quand vous entendez cette question du ressenti des citoyens dont parle Jean-Raymond Hugonet ma question, c'est justement de quel ressenti parle les bidonvilles qui sont aux entrées de Paris, par exemple. Mais alors, le problème, les bidonvilles aux entrées de Paris, ça vous paraît normal? Ça vous paraît... On va vous emmener sur les territoires. Ah non, mais je vous remercie. J'ai les mêmes dans mon département. Je vous remercie, c'est mon métier. J'ai les mêmes rencontré les vrais gens. Voilà. Mais ça, vous pensez que les Français, excusez-moi, quand je parle de ressenti, je vous remercie, monsieur le sénateur, c'est mon métier. Je passe mon temps justement dans les bidonvilles et dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CAO, donc je les vois. À côté de ces lieux, il y a un ressenti Le problème, c'est la gestion humaine. Nous avons des obligations juridiques. Nous devons accueillir les demandes des gens, les traiter humainement, donner un statut ou ne pas donner un statut, et si il faut raccompagner des gens ensuite à l'extérieur, le faire humainement et dans les conditions qui sont édictées par la loi. Le problème, c'est que la France essaye de le faire, mais pas forcément bien, et pas forcément avec les bonnes méthodes, et sans respecter les textes. Je pense que la CIMAD là-dessus sera beaucoup mieux placée que moi. Pour vous, c'est ça le problème, et pas tant ce que les gens ressentent, les autres? Le problème, les gens ressentent l'influence sur le ressenti des gens, c'est aussi le discours politique tel qu'on l'utilise. Si vous avez quelqu'un qui parle de torrent et qui va vous marteler qu'il y a un torrent d'immigration en France, à la fin, vous allez entendre qu'il y a un torrent d'immigration en France. On va forcément y croire. Et ça n'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence. Si on vous martèle avec ces informations-là, vous allez y croire. On va nous faire croire, à tort et à travers, qu'aucun Albanais et qu'aucun Géorgien ne devrait avoir à déposer une demande d'asile en France. Je reprends pas exactement les propos de M. Castaner, je ne me permettrai pas parce que je pourrais me tromper, mais en l'occurrence, il parle de problème de la demande d'asile géorgienne et problème de la demande d'asile albanaise parce qu'il y en a plusieurs milliers et sous prétexte que ces pays ne seraient pas en guerre. Sauf que la demande d'asile, ça n'est pas uniquement les pays en guerre. Dans ces pays-là, il y a des personnes LGBT qui sont persécutées. Il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a des personnes qui sont victimes de vengeances personnelles et qui ont besoin d'une protection. Et à ces gens-là, on va leur dire, excusez-nous, c'est plein. Ça n'est pas possible. On a signé des textes. Des gens. Sarah Belaïch. Oui, juste pour revenir sur cette question de campement, de bidonville, de squat, etc. Pourquoi ils existent? Ça n'est pas parce qu'il y a trop de personnes qui demandent une protection à la France, c'est parce qu'il y a eu un manque d'anticipation très important de la part des gouvernements successifs et du coup, la politique d'accueil des demandeurs d'asile en particulier est sous-dotée, sous-dimensionnée. Pour exemple, il y a
moins d'un demandeur d'asile sur 2 qui est hébergé par l'État. Donc les autres, effectivement, se retrouvent à la rue, dans ces squats, dans ces campements. Et souvent, l'État laisse pourrir la situation et demande aux associations et aux collectivités territoriales. Parce que c'est aussi un moyen de faire monter la pression, en fait. Quand on laisse ces campements... Ça débouche sur des votes, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Et quand on voit les solutions qui sont proposées aujourd'hui, le campement de Grande-Synthe était évacué pour la énième fois. On sait très bien que les personnes vont revenir dans quelques jours de façon massive et vont recréer un nouveau campement parce que les solutions qui sont proposées ne sont pas à la hauteur. Alors justement, vous parlez des solutions, je voudrais qu'on écoute un dernier extrait. C'est celui de Bruno Retailleau qui était l'invité de France Inter ce matin et qui, comme vous, Jean-Raymond Hugonet, évoquait cette loi asile-immigration qui a été votée il y a pile un an. Écoutez. Il y a un an, voté un texte, en tout cas au Sénat, nous ne l'avons pas voté, nous l'avons critiqué, qui était porté par Gérard Collomb. Asile-immigration. Ça fait exactement un an que cette loi a été promulguée. Et alors voilà, le président de la République qui se dit, parce que sans doute que pour les sondages, pour son électorat, il y a peut-être d'autres clins d'œil à la droite ou à la droite de la droite à faire, et il fait cette sortie-là. Bruno Kettel, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée. Alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de projet de loi en préparation. Il n'y aura pas de projet de loi qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour réformer la loi asile-immigration. Donc ce sont quoi, des ajustements Le cas échéant des ajustements, mais surtout un discours, des mots et le cas échéant des mesures qui ne sont pas forcément du domaine de la loi pour veiller aussi à ce que des réseaux, parce que ça existe. Parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Je reprends l'exemple des camps. Il faut aussi sortir de l'angélisme. Il est des réseaux de certaines nationalités qui sont très clairement organisés sur notre territoire national pour permettre l'exploitation à très bas prix quand ils sont payés d'hommes qui vont sur les chantiers divers et variés sur Paris en périphérie et autres. Tout ça, ça existe. Mais Bruno Kettel, vous êtes d'accord pour dire que cette loi asile-immigration qui était censée produire des effets ne semble pas être efficace sur le terrain? C'est ça la vraie question. Non. Moi, je suis d'accord pour constater que cette loi, elle fait qu'aujourd'hui, alors qu'à l'échelle européenne, les demandes d'asile baissent, en France, elles augmentent. Donc je crois que cette loi et les dispositions législatives et le cadre juridique aujourd'hui qui existe, il est plutôt favorable aux personnes en demande d'accueil sur le territoire national. Alors il nous reste 2 minutes, tout le monde veut reprendre la parole. Alors si je puis me permettre justement sur cette loi asile-immigration, en fait son effet ça a été d'essayer d'accélérer un maximum les procédures, sauf que je suis désolée, quand on précipite un jugement, un délibéré, etc., tous les hommes politiques par exemple qui sont en train d'être jugés aujourd'hui, si on avait accéléré les procédures, on aurait dit que c'était attentatoire au droit, etc. Moi je suis désolée, quelqu'un qui est fragile et qui a vécu des horreurs, il ne va pas pouvoir se confier en 2 semaines à 4 personnes différentes sur les viols et les horreurs qu'il a subies. Donc c'est pas possible. Et le problème de cette loi, c'est qu'elle ne tient pas en compte, puisqu'on parle aussi de Dublin, de Schengen, et on n'explique pas aux gens ce que c'est. Sauf que les chiffres de la demande d'asile, là, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gros en 2017, 2018, 2019 ? C'est à cause des Dublins qu'on n'a pas renvoyés. Et pourquoi on ne les a pas renvoyés, les Dublins ? Mais parce que Dublin est complètement déséquilibré et qu'on fait porter justement à des pays un poids qui est complètement démesuré, sans prendre notre responsabilité. Et en fait, c'est des gens qui étaient déjà sur le territoire. Il nous reste 1 minute 30. Sarah Belaïch, puis Jean-Raymond. Juste très rapidement, au-delà de cette loi, la question qui se pose, c'est le fait qu'on légifère autant sur les questions asile et immigration, et souvent avant même que les effets de la loi précédente. Voilà. C'est pour ça qu'on va légiférer. On a parfois des décrets d'application de la précédente loi qui viennent juste d'être adoptés quand on a une modification législative. Et vous dites qu'il n'y aura pas de réforme législative, mais si on touche à l'AME, il faudra une réforme législative. Alors, il n'y aura pas de loi asile-immigration. Pas de loi asile-immigration, mais des lois qui auront des effets sur les personnes migrantes. À l'Assemblée nationale souhaitait la supprimer. Heureusement, on ne les a pas suivis. Maintenant, elle a été transformée au Sénat contre l'avis du gouvernement. Et tout ça, c'est 0,5% des dépenses médicales à l'échelle nationale. Donc, c'est une goutte d'eau. C'est un symbole qui est utilisé par les élus LR qui cherchent à pas trop s'éloigner. Donc, pas de nouvelle loi, mais des ajustements. Je crois savoir, si on arrive maintenant, on a le logiciel pour décrypter le langage du président de la République, je crois savoir que lui-même, l'aide médicale d'État et le panier de soins, quelque chose me dit que dans un coin de sa tête, il y réfléchit. Croyez-moi, ça ne sera pas supprimé, parce que c'est un dogme, on le verra. En revanche, quelque chose a été mis en avant par Madame, tout à fait juste. Bien entendu, nous sommes français, on réagit au niveau de le français, mais il serait temps de s'entendre au niveau européen, qui est un sujet qui n'est absolument pas au centre des dernières élections. Encore ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat d'Allons plus loin. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini, l'invité de Bonjour chez vous, c'est Stéphane Le Foll, maire socialiste du Mans, ancien ministre de l'Agriculture. Bonne soirée sur Public Sénat.